Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième conférence d'Emmanuel Bernet. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui d'avoir du public dans la salle. J'en suis très contente parce que c'est aussi le signe que la situation sanitaire est très bonne au Maroc. Je sais que ça n'est pas forcément le cas dans le contexte d'Emmanuel Bernet qui lui est avec nous depuis Singapour. Donc nous avons toutes nos pensées en fait accompagnent la Chine dans les difficultés sanitaires qu'elle rencontre. C'est vraiment important pour nous de pouvoir enfin organiser quelque chose sur place, mais nous avons souhaité aussi faciliter l'accès à cette conférence par un mode webinaire. Donc nous sommes dans une configuration hybride. C'est une grande première pour nous et j'espère que ce sera la possibilité pour tout le monde d'échanger comme il le souhaite. Donc avec nous, nous avons dans le public Monsieur Georges Alguna, qui est l'inspecteur de l'éducation nationale, Madame Marielle Selve, qui est la directrice de l'école primaire, et puis des enseignants, des parents d'élèves. Et il en va de même à distance. J'ai vu la liste des participants. Donc, nous avons un public très mixte, bien que cette conférence, au départ, s'adresse aux parents d'élèves. En effet, le groupe scolaire Jacques Chirac a souhaité, a initié des rencontres pour les parents afin d'échanger aussi sur l'enseignement à la française et d'avoir aussi entre nous une culture commune. Donc, c'est la deuxième conférence dans ce sens-là. La première était déjà animée par Emmanuel Bernet. Elle s'est tenue donc en janvier complètement en webinaire et sur la motivation scolaire. Et donc, cette conférence s'inscrit dans la continuité avec une thématique qui est la thématique du numérique, à la fois un support de motivation scolaire, mais aussi un sujet qui interroge beaucoup l'éducation nationale, qui interroge beaucoup les enseignants et les parents d'élèves. Le numérique, c'est une part importante de l'identité du groupe scolaire Jacques Chirac, donc il nous semblait aussi important de relayer ce questionnement. Nous sommes parfois interrogés par des parents d'élèves, interpellés sur les craintes aussi du trop d'écran. Donc, je pense que cette conférence va aussi permettre de nous éclairer sur les différents aspects et elle s'adresse vraiment aux parents comme aux professionnels de l'éducation. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Emmanuel Bernet et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Emmanuel, c'est à toi. Eh bien, merci beaucoup, Madame la proviseure. Alors, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être avec vous encore ce soir et en modalité comodale ou hybride de Singapour. Donc, pour moi, c'est la soirée. Vous, c'est samedi matin. Je vous trouve bien courageux d'être là pour cette conférence en matinée d'un samedi. Alors, merci beaucoup à Madame Soulagne de me permettre d'avoir cette présentation. Et merci beaucoup à Monsieur l'inspecteur de l'Éducation nationale aussi. Donc, rapidement, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne seraient peut-être pas venus au premier webinaire. Alors, je suis un enseignant-chercheur québécois d'origine française du sud-ouest de la France. Ça s'entend bien à mon accent, je crois. Mes parents sont des immigrés. Et puis, j'ai enseigné pendant à peu près 25 ans à l'école élémentaire à Montréal, à Shanghai et maintenant à Singapour. Donc, j'ai terminé mes études en 2010 avec un doctorat en psychopédagogie sur les approches sociales cognitives en éducation, sur l'approche par compétences, la motivation scolaire et le numérique. À Singapour, j'enseigne à mi-temps. Donc, l'autre mi-temps, je suis référent formation, innovation et numérique. Je fais partie du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Donc, je chapeaute différents projets de recherche avec des universités québécoises et françaises, comme je suis bien à l'école, le projet Promobé avec l'Université de Grenoble en France et des projets de recherche sur la gestion de classe.
et j'ai animé plusieurs formations de stages régionaux de la EFE ici dans ma zone, en Asie-Pacifique et directement dans les établissements. Donc, nous avons un deuxième webinaire ce soir qui a pour but, avec le premier, de vous aider, chers parents, à comprendre davantage l'école d'aujourd'hui, pourquoi elle se transforme et comment accompagner vos enfants dans leur motivation et dans leur utilisation du numérique, puisque ça commence à prendre une part assez importante de leur vie. Alors, pour y arriver, aujourd'hui, dans le webinaire, on va d'abord revoir un petit peu certaines choses qu'on avait abordées lors de la première présentation. Donc, des parents qui n'étaient pas là, mais ça va peut-être vous inviter à regarder l'enregistrement qui avait été fait. Et puis, ensuite, on va aller regarder les problématiques qui sont liées à l'utilisation des technologies, tant pour les élèves, les enseignants que pour les parents, les avantages et les limites de l'utilisation de ces technologies, et puis les pratiques encadrantes, réfléchies que l'on pourrait avoir avec le numérique en tant qu'enseignant et en tant que parent. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment, chers parents, de vous sensibiliser aussi au travail des enseignants, comment il peut être passionnant, c'est le plus beau métier du monde, mais en même temps complexe. Surtout avec l'utilisation du numérique. Et là, on vient de passer à travers une période pandémique qui a chamboulé, ébranlé beaucoup les pratiques pédagogiques, les enseignants et qui les ont fait avancer énormément avec le numérique d'ailleurs. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette conférence. Donc, d'abord, un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, la dernière fois, on avait parlé de motivation dans un premier temps. On avait dit que la motivation, c'est un processus complexe qui englobe plein de concepts, l'intérêt, le sentiment de compétence, l'utilisation des stratégies, l'engagement, le plaisir, la persévérance, etc. Et que dans une modalité socio-cognitive, c'est-à-dire une modalité qui est inspirée des pensées que les jeunes ont, ces perceptions-là sont centrales pour la vie d'un élève. Un élève qui n'est pas motivé, ça va être très difficile pour lui d'être actif à l'école, d'accorder de la valeur et de penser qu'il peut réussir. Donc, cette motivation-là, nombre de recherches internationales depuis maintenant plus de 20 ans démontrent qu'elle chute, cette motivation à apprendre, à partir de la fin de l'élémentaire. Donc, on pourrait, dans le système français, parler de CM1 jusqu'à peut-être jusqu'en troisième au secondaire. Il y a plusieurs raisons qu'on avait abordées la dernière fois pour ce changement. Donc, cette motivation mérite d'être soutenue par les approches pédagogiques, par les parents, par le climat scolaire. Et cette motivation scolaire, elle prédit largement la qualité de l'apprentissage. Donc, on va regarder ensemble quels sont les aspects qui en font partie rapidement pour faire un petit retour là-dessus. Et l'autre aspect que nous allons regarder, c'est l'aspect pédagogique. Qu'est-ce qui a changé? Alors, l'éducation aujourd'hui se veut d'instruire les élèves, de les qualifier pour demain, mais aussi de les aider à socialiser. Donc, on va voir qu'est-ce qui a changé dans ces pratiques pédagogiques. On va revoir plutôt, mais très, très rapidement, en même pas 5 minutes. Donc, première chose par rapport à la motivation scolaire, on avait dit que c'était une question de mindset, d'état d'esprit. Et il y a Carol Dweck de l'Université Stanford aux États-Unis qui, dans les années 80, est arrivé vraiment avec une théorie qui a changé la recherche et les interventions en éducation. En fait, cette idée du « not yet ». Tu n'es pas capable encore de faire ceci ou d'apprendre cela. Pas encore. Et ça, c'est très, très important et ça met la place de l'erreur dans l'apprentissage. Et en fait, un peu tout part de là. Un parent ou un enfant qui pense que l'erreur est une limite aux capacités, il se place déjà dans une posture où être motivé, se dépasser soi-même, ça va être extrêmement difficile. Tandis que si l'enfant, le parent ou même l'enseignant se place dans une posture où l'erreur est une opportunité de croissance, eh bien, se met déjà dans une bonne position pour relever des défis, accepter les challenges, s'auto-évaluer, ne pas se dévaloriser quand les autres ont peut-être une moins bonne appréciation que lui dans une évaluation, etc. Ensuite, on a regardé que la motivation, c'était une question d'attente et de valeur, d'attente de succès et de valeur accordée à l'apprentissage. Un enfant qui n'a pas de bonnes attentes de succès
il ne pense pas qu'il peut réussir ou accomplir cette tâche, ça va être extrêmement difficile pour lui de s'engager. Donc, dans ces attentes de succès, on a le sentiment de compétence. Est-ce que je me sens capable de? Mais on a aussi le sentiment de contrôle. Est-ce que j'ai du contrôle sur les outils que mon enseignant m'a donnés pour réaliser cette tâche? On appelle ça en enseignement les stratégies d'apprentissage. Et donc, cette relation, elle est multiplicative, c'est-à-dire et situationnelle aussi, par rapport à une discipline en particulier. Alors, prenons les mathématiques. Alors, en mathématiques, je sens que je suis capable de réussir. Sur 1 à 5, je me mets à 4, par exemple. Et la valeur accordée pour moi aux mathématiques, elle est presque nulle. Elle est de même 0. Ça ne m'intéresse pas du tout. 4 fois 0, ça fait 0. Et donc, du coup, il ne peut pas se passer grand-chose pour cet enfant-là. OK? Donc, regardez peut-être votre enfant, essayez de penser à votre enfant dans des situations d'apprentissage à l'école, en français, en mathématiques, en langue, en sciences, et pensez à une paire de lunettes. Et une des lunettes, c'est la valeur que votre enfant accorde au français, par exemple. Et l'autre lunette, c'est ses attentes de succès. Est-ce qu'il pense qu'il peut réussir? Et si les deux sont en bonne santé, eh bien, votre enfant devrait démontrer un engagement motivé à apprendre. Il devrait démontrer un bon comportement, de l'attention, de la participation, poser des questions, démontrer un bon engagement affectif, c'est-à-dire de la joie, du plaisir, et démontrer un bon engagement cognitif, c'est-à-dire bien réfléchir, s'auto-évaluer, réfléchir comment faire mieux la prochaine fois, etc. Donc, on avait vu ça la dernière fois. Et puis, ce qui chapeaute un peu toute cette motivation, eh bien, c'est les besoins psychologiques qui sont nourris par les parents et par les enseignants et par l'environnement chez les enfants. Et ces besoins psychologiques-là sont plus généraux, tandis que les attentes et la valeur, c'est beaucoup plus spécifique à une discipline ou à une matière d'apprentissage. Ces besoins psychologiques-là sont nourris, sont les besoins d'autonomie. Est-ce que mon enfant peut faire des choix? Est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il a envie, etc. Besoin de compétences, ça revient un petit peu aux attentes de succès. Est-ce que je me sens bon, mais de manière plus globale? Et puis, un autre des facteurs très, très importants, c'est la proximité sociale. Pour apprendre, il faut avoir des bonnes relations. Parce qu'on n'apprend pas tout seul. Donc, il faut avoir des bonnes relations avec son père et sa mère lorsqu'il tente d'apprendre, de faire les devoirs, les leçons, ce qui peut être des fois difficile pour vous, j'en conviens, et de bonnes relations avec ses enseignants et aussi ses pairs, ses amis, surtout à l'adolescence, vous le savez bien. Donc, c'est ce qu'on avait vu par rapport à la motivation. Ensuite, on avait abordé dans le premier webinaire tout ce qui parle des approches en éducation que l'Éducation nationale, mais pas que, au Québec, en Belgique, aux États-Unis, valorise de plus en plus. C'est une approche par compétence. Donc, ce n'est pas une approche qui est centrée sur l'exécution simple de calculs en mathématiques ou de conjugaison en français. Une compétence, alors je mets ici une petite définition parce que c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces. Une compétence, c'est un savoir-agir. Lire, c'est une compétence. Communiquer oralement, c'est une compétence. C'est une compétence qui se développe tout au long de la vie. Communiquer oralement, mon petit, il a maintenant 4 ans et sa maman est chinoise. Et puis, il parle français avec moi. Au début, il faisait des balbutiements et puis plus tard, il s'est mis à faire des petits mots et maintenant, il commence à faire des phrases. Mais sa compétence s'exprimer à l'oral va se développer encore pendant bien des années. Tandis que savoir calculer 2 nombres inférieurs à 100, ce n'est pas une compétence parce que c'est quelque chose qui ne se développe pas tout au long des années. Et donc, pour qu'une compétence puisse se mobiliser, on apprend plein de choses. On apprend des savoirs, des savoir-faire, ce qu'on appelle les ressources internes. Et puis, on utilise des ressources externes, Internet, un livre, le musée, etc. Et donc, du coup, on est passé avec les années parce qu'on se rendait compte que les enfants avaient beaucoup de la difficulté à transférer ce qu'ils avaient appris
en faisant des tonnes et des tonnes d'exercices, en faisant des examens basés sur le même format que les exercices, avec des choix multiples. Mais lorsqu'il composait un texte, là, soudainement, il ne savait plus conjuguer le présent, l'imparfait. Et là, on s'est questionné, mais est-ce que ça fonctionne, ces méthodes qui sont que centrées sur l'entraînement et les savoirs et les savoir-faire? Donc, j'ai représenté ça ici un peu par le professeur Tournesol, parce que le professeur Tournesol, il sait, il montre, il n'est pas très à l'écoute des perceptions des autres, en fait, il est sourd. Et il est dans un paradigme qu'on appelait autrefois le paradigme de la transmission. On fait transmettre des choses. Alors, dans l'ancien temps, en l'Antiquité, c'était ça. Puis c'est resté comme ça pas mal longtemps. Des professeurs qui parlent, comme je le fais en fait en ce moment, je suis assez tournesol en ce moment, où je vous partage un savoir. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce webinaire? Là est la question. Si je vous faisais lire des choses, faire un projet, bâtir une présentation, je suis certain que vous en retiendrez beaucoup plus. Et puis, on est passé à un paradigme de l'apprentissage, où en fait, on était beaucoup plus centré sur l'acte d'apprendre, aider les élèves à apprendre. Et là, j'ai représenté ça par Yoda, pour ceux qui sont fans comme moi et qui ont grandi avec la Guerre des Étoiles, le paradigme de la transaction. On est là pour poser un problème aux élèves, les aider à le résoudre en leur offrant des outils. Cela ne veut pas dire que l'on rejette l'enseignement d'autrefois, bien au contraire, on le complète avec plus de collaboration et l'exécution de tâches plus complexes. Donc, on avait vu qu'en termes d'enseignement, maintenant, on cherche à faire apprendre à apprendre aux enfants, pas seulement leur donner des contenus. Donc, l'idée, c'est de les aider. Ce n'est plus nécessairement que de transmettre les informations. Au niveau de l'apprentissage, eh bien, on amène les enfants à développer des compétences, non pas seulement à acquérir des savoirs. L'objet de l'enseignement ici, c'est de faire des activités complexes, écrire un texte, réaliser une présentation, créer une modélisation en 3D. Ce sont des projets qui vont faire appel à tous les savoirs qu'on aura vus et qu'on aura entraînés en classe. Mais ce n'est pas que de l'entraînement, c'est aussi de la réalisation de choses. Et puis, les élèves, eux, se mettent à réaliser, à utiliser des ressources internes et externes, à manipuler Internet, à aller voir qu'est-ce qu'ils ont appris par leurs professeurs, etc. Ensuite, au niveau de l'enseignement, on n'est plus dans une perspective de redoublement, on est dans une perspective de différencier pour les élèves qui sont en difficulté. On est dans une perspective de collaborer avec un père enseignant sur un même élève pour voir qu'est-ce qu'il aurait besoin pour mieux s'épanouir et mieux réussir. Ensuite, au niveau de l'apprentissage, on est beaucoup plus dans la coopération que dans la compétition. En fait, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que la compétition nuit à la motivation scolaire parce qu'on va seulement se risquer lorsqu'on est certain de pouvoir réussir ou d'être dans un bon classement. Et donc, du coup, on va toujours choisir les tâches faciles. Parce que si on est dans la coopération, qu'on partage nos forces et nos difficultés, eh bien, on va peut-être avoir plus tendance à coopérer, on aura moins honte de nos difficultés et on sera fier de nos forces. Le rôle de l'enseignant maintenant est davantage de guider, d'être un médiateur et non pas un orateur seulement. Au niveau des élèves, les élèves ont un rôle actif, pas passif comme vous l'êtes en ce moment. Ce format n'aide pas votre activité, à moins que vous preniez des notes et que je vous donne une tâche précise en ce sens. Et puis, au niveau de l'évaluation, l'élève maintenant n'est pas seulement amené à recracher ce qu'il a appris, c'est peut-être pas très élégant, retransmettre ce qu'il a appris, mais bien plus à réaliser des tâches complexes qui vont démontrer ce qu'il a appris. Donc, c'est la perspective de l'évaluation maintenant. Dans les modalités d'évaluation, on est davantage dans des modalités mixtes, c'est-à-dire qu'on peut se baser sur des scores, mais en fait, à la fin, on va regarder, on va rédiger une appréciation plus qualitative de qu'est-ce qu'on aura observé du processus développemental de la compétence. Lire, ce qui est attendu à la fin du cycle 3, par exemple, pour lire. Est-ce que mon enfant correspond aux attendus de fin de cycle
défini par le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignant devra le définir de manière qualitative. Et puis, finalement, la notation. Eh bien, moi, j'ai grandi au Québec, c'était sur 100. En France, mes cousins, c'était sur 20. Et quand ils avaient 12 sur 20, ils étaient tout fiers. Et moi, je ne comprenais absolument pas pourquoi ils pouvaient être fiers, parce que 12 sur 20, c'est 60 60 au Québec, c'est la note de passage. Ça veut dire que si tu as 60 tu n'es pas bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un chiffre, un nombre? Et je sais que vous avez été éduqués dans ce système, mais ça ne donne pas une bonne représentativité de savoir si l'enfant a bien développé sa compétence. Il faudra aller dans une modalité beaucoup plus qualitative pour essayer de voir qu'est-ce qu'il doit faire pour améliorer sa compétence. C'est pour ça qu'une compétence, c'est quelque chose de développemental. Généralement, il y a des échelons et il y a des changements qui s'opèrent dans le comportement de l'élève. Mon petit qui faisait des balbutiements, il ne va plus retourner jamais à faire des balbutiements. Il sera passé à un autre stade de communication orale. Donc, voilà ce que nous avions vu la première fois. Et le lien que l'on peut faire avec tout ça, eh bien, c'est que la pédagogie et ses acteurs, profs, parents, ont un impact sur la motivation à apprendre qui se traduit par un engagement qui favorise l'apprentissage et le bien-être. OK? Donc, enseigner, apprendre et évaluer sont des actes qui ont changé et on forme les enseignants à changer leurs croyances, des croyances qu'ils ont acquises aussi en tant qu'élèves dans une autre approche. Ce n'est pas toujours évident. L'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation se traduit en contexte de classe et ce contexte peut être menaçant. C'est un petit peu ce que je vous mets aujourd'hui, qu'on n'avait pas vu la première fois. Ce contexte peut être menaçant ou soutenant pour les 3 besoins psychologiques. Alors, un enseignant qui parle à ses élèves de leurs préférences, qui leur donne des choix, qui essaie de rendre des tâches utiles, qui leur fixe des buts, qui les aide à coopérer, va soutenir le besoin de compétences. Besoin d'autonomie, pardon. Et puis, un enseignant qui est très clair dans ses attentes, dans ses explications, qui favorise les défis, la différenciation pédagogique, la rétroaction, va favoriser le sentiment de compétence. Et un enseignant ou un parent, ça s'applique aussi au climat familial, qui prend le temps d'apprécier, prend le temps d'écouter, d'être dans l'empathie, eh bien, ça va nourrir le besoin de proximité sociale de l'enfant qui va se traduire, selon l'enseignant et la matière, par de fortes attentes de succès, par une belle valeur accordée à l'apprentissage et donc, du coup, par un engagement motivé. Donc, c'est ce qu'on avait vu lors de la première présentation. Alors maintenant, allons vivre dans le sujet sur le numérique. Quel est le rôle des TIS, des technologies de l'information et de la communication dans tout ça? Donc, on va regarder une petite problématique sur le numérique. On va voir pourquoi est-ce qu'on utilise les TIS, technologies de l'information et de la communication en éducation. Quelles sont les pratiques réfléchies à la maison et à l'école? Et puis, une conclusion. Et on aura une période de questions après. Donc, première chose, eh bien, pour les enseignants, intégrer le numérique, ce n'est vraiment pas une petite affaire. C'est un peu complexe. La pandémie a hautement aidé, a fait progresser à une vitesse grand V les compétences des enseignants qui n'ont pas eu le choix de s'adapter. Et donc, ça a été vraiment un très gros point positif. Moi, je le vois dans mon établissement de 3200 élèves à Singapour, où les enseignants ont tous progressé de manière fulgurante. Les technologies changent de plus en plus. C'est une problématique, il faut s'adapter. Il y a toujours des nouvelles applications pour vos jeunes. En éducation, pour apprendre, il y a toujours des nouvelles applications et ça peut être un petit peu compliqué de suivre tout ça. Et puis, les motivations des enseignants aussi, c'est problématique. Il y a des enseignants qui ne maîtrisent pas tellement le numérique, pour qui il n'y a pas de motivation, ils n'accordent pas de valeur au numérique et certains d'autres en accordent beaucoup. Et certains enseignants ont des attentes de succès, pensent qu'ils sont capables de très bien réussir avec le numérique dans leurs cours et d'autres pas du tout. Donc, on retrouve les mêmes modèles motivationnels et c'est la même chose pour vous. Est-ce que vous accordez de la valeur à l'utilisation du numérique
pour apprendre et réussir pour votre enfant? Et est-ce que vous avez des bonnes attentes de succès pour lui? Est-ce que vous pensez qu'il peut bien réussir, avoir les bonnes connaissances? Mais vous aussi. Deuxième aspect, les élèves. Donc, on va regarder chacun en détail après. Les élèves, on parle souvent des digital natives en anglais, ceux qui sont nés avec l'ère d'Internet. En fait, maintenant, presque tous les jeunes sont nés avec l'ère d'Internet. Quand j'ai fini mes études pour devenir enseignant en 1996, je mettais dans mon CV que je savais utiliser le courrier électronique. Plus personne ne mettrait ça aujourd'hui, je pense. Donc, maintenant, les élèves maîtrisent assez facilement les technologies. Je le vois avec mon petit de 4 ans. Quand on utilise l'iPad pour faire des activités éducatives, il sait déjà où aller chercher, etc. dans l'iPad. Et pourtant, il n'a pas beaucoup d'occasions d'utiliser le iPad. Mais il a appris comme ça. Et je me demande même comment ça s'est fait. Les usages à la maison du numérique et les usages à l'école du numérique. Bien, les jeunes, c'est une problématique pour eux. Ils accordent beaucoup d'importance avec le numérique à la maison. Puis des fois, à l'école, bien, il n'y en a pas dans certains cours. Moins maintenant, après la pandémie, cependant. Donc, on va regarder aussi l'impact du numérique ensemble. Et puis, vous, les parents, bien, vous avez des préoccupations et vous avez un degré d'acceptabilité du numérique aussi. Peut-être que certains parents ne veulent pas que leur enfant utilise le numérique dans des tâches que les enseignants donnent à la maison. Et peut-être que d'autres voudraient que les enseignants les utilisent plus. C'est une réelle problématique que l'on voit aussi au lycée français de Singapour. Alors, les impacts du numérique, surtout les écrans, je sais que ça vous concerne et inquiète. Les recherches sont très récentes. Ça fait que 10 ans, par exemple, que la tablette a été mise sur le marché. Donc, les recherches prennent du temps. Il faut les interpréter avec prudence. Il y a déjà certaines conclusions, mais il faut être juste vigilant. Et l'autre problématique des parents, c'est aussi développer ces compétences du numérique. Pas seulement les enfants, parce que sinon, on ne sera pas à même de suivre l'enfant dans son usage si on ne sait pas qu'est-ce que c'est TikTok, qu'est-ce que c'est Snapchat, comment utiliser Google Docs. Si le parent ne le sait pas, ça va être difficile pour lui d'encadrer son enfant. Donc, éduquer, être vigilant, tout ça, c'est compliqué. Nous allons regarder ça. Mais là, commençons avec la partie enseignante. Donc, les enseignants, en fait, peuvent utiliser le numérique, doivent utiliser le numérique à l'école, mais font face à des conceptions, à des perceptions. En fait, ils font face à Tournesol et à Yoda. Alors, je m'explique. Un enseignant qui est dans un esprit, dans une perspective éducative de la transmission, eh bien, va avoir des usages, des idées d'usage dans sa tête qui correspondent, qui sont en adéquation avec ses perceptions. Par exemple, un enseignant traditionnel, entre guillemets, va très souvent donner des QCM à faire à ses élèves parce que c'est totalement en lien avec ses croyances. Mais est-ce qu'il va réussir à demander à ses élèves de présenter une partie du chapitre du livre que lui, normalement, devrait donner? Peut-être pas. Donc, la recherche a démontré que les enseignants qui avaient une variété de croissance et qui tendaient à être plus dans une variété de conception et qui tendaient plus à être du côté Yoda, avaient une palette d'utilisation du numérique beaucoup plus utile, réfléchie, tantôt utiliser des QCM, tantôt faire créer des choses par les élèves. Donc, c'est une réelle difficulté pour moi comme formateur, mais aussi pour les inspecteurs de l'Éducation nationale avec qui j'ai travaillé, de faire changer les conceptions pédagogiques pour pouvoir utiliser le numérique. Un enseignant pour qui sa classe est en rangée, ça va être très difficile pour lui d'aller dans des usages où il faut collaborer avec le numérique. Donc, il y a tout plein de choses qui sont en jeu avant même d'utiliser le numérique. Souvent, je donne des formations et on travaille d'abord sur la gestion de classe, sur quel type d'activité vous préparez sans le numérique, pour après parler de numérique. Parce que le numérique, c'est un outil qui est
supposé avoir une plus-value pour l'apprentissage et la motivation. Donc, juste pour vous montrer un peu la complexité de la tâche pour les enseignants, eh bien, ceci est un modèle d'intégration pédagogique, de savoir technopédagogique des technologies en éducation qui est utilisé de par le monde. Il y a énormément de recherches. J'ai utilisé moi-même ce modèle dans la formation des enseignants dans un stage régional ici en Asie-Pacifique. Alors, les enseignants doivent non seulement maîtriser des savoirs pédagogiques et des savoir-faire, connaître les savoirs liés à leur contenu, être bon en maths, bon en français, bon en sciences, mais ils doivent savoir comment articuler les deux. Donc, c'est la première partie ici. Et puis, à tout ça se rajoute le numérique. Donc, ils doivent en plus savoir comment le numérique peut m'aider à transformer mon contenu que je dois enseigner. Donc là, ils doivent connaître des applications, donc ils doivent avoir des savoirs sur le numérique. Je connais telle application, par exemple AutoCAD ou d'autres applications qui permettent de visualiser en 3D certains concepts. Et donc, ils sont ici. Mais en plus de ça, ils doivent essayer d'articuler la technologie avec la pédagogie. Je dois savoir que je peux faire de l'écriture collaborative à mes élèves, donc qui est une forme de pédagogie, à l'aide du numérique, dans Google Docs, par exemple, et comment apporter des commentaires et des corrections. Et puis, l'alignement, je dirais, planétaire de ces trois zones de la pédagogie, de la technopédagogie, c'est le centre et c'est les connaissances technopédagogiques axées sur le contenu. Et c'est là tout le travail des formateurs pour amener les enseignants à préparer des activités qui vont être utiles, qui vont mettre à profit la technologie. Donc, ils ont beaucoup de savoir, de connaissances aussi à travailler. Et puis, comme pour les élèves et comme pour vous, un enseignant qui n'a pas de bonnes attentes de succès ne peut pas réussir à intégrer les technologies. Il y a énormément de recherches qui ont démontré qu'un bon enseignant avec le numérique, c'est un enseignant qui a confiance en lui parce qu'il s'est fait convaincre. Et là, je vais reprendre ce qu'on avait vu la première fois, parce qu'il s'est fait convaincre par les autres qu'il était capable. Alors, ça ici, c'est le concept de sentiment d'auto-efficacité ou de sentiment d'efficacité personnelle qui a été développé par Albert Bandura en 1986 de l'Université Stanford aux États-Unis. M. Bandura est décédé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. C'est un chef de file mondial incontestable, incontesté de la confiance en soi. Et en fait, il a expliqué qu'il y avait 4 sources à ce sentiment d'efficacité personnelle qui s'applique à toute personne en situation d'apprentissage. Enfant, prof, parents, dans votre boulot. Si on vous dit « Tu es capable, mon grand, tu vas y arriver », qu'on n'arrête pas de te le dire et qu'on n'arrête pas de te dire pourquoi tu vas y arriver, un jour, tu vas y croire. Un pilier. C'est bon, ta table, elle a une patte. Ça va bien, ça ne tient pas encore debout tout seul, mais bientôt. Et puis, tu regardes tes pairs au travail en train de faire ce que toi, tu dois faire, puis comment ils s'y prennent, comment ils réussissent. Donc, tu apprends par modelage. Donc, c'est très important. Si on est dans une pédagogie où les jeunes collaborent, les jeunes vont apprendre des autres, des erreurs et des forces. Deuxième pilier, deuxième pied de la table. Et puis, si tu as vécu des réussites, même petites, sur ce que tu apprends, ça va t'aider dans ta confiance en soi. Troisième pilier, troisième patte à la table de chaise, à la table, pardon. Et puis, finalement, si tu es déprimé et que ça ne va pas bien, tu n'auras pas la quatrième patte pour la table. Et la table va s'effondrer. Donc, les émotions, c'est aussi très important. L'état psychologique au travail et en classe, aide la confiance. Et ces 4 sources du sentiment d'auto-efficacité, c'est que ça te permet de prédire qu'en sachant ce que tu sais sur toi, tu vas réussir cette tâche. Et ça, c'est vraiment central en psychologie de l'éducation comme concept. Donc, je vous invite vraiment à retenir ça et ça s'applique au numérique. Donc, un enseignant est dans cette dynamique-là aussi. Maintenant, pour les enfants, la problématique pour les enfants, eh bien, elle n'est pas simple. Il y a des impacts cognitifs
à l'utilisation du numérique, à la surutilisation. Alors, je vais parler maintenant de la surutilisation du numérique et des écrans. Donc, il y a des recherches qui démontrent qu'un enfant qui regarde des écrans trop tôt dans sa vie, en bas de 2 à 3 ans, trop tôt, va être moins bien préparé pour vocabulaire, numératie, motricité à l'école. Donc, beaucoup de pédiatres, on va en parler tout à l'heure, interdisent les écrans en bas de 2 ou 3 ans. 0. Sauf pour Skype, Zoom, s'il faut parler à papy-mamie ou des choses qui se font en relation. Okay? Donc, il faudra vraiment être très attentif à ça. Au niveau, puis ça peut aussi générer de l'anxiété d'être sur le numérique et de l'attention. En fait, il y a une étude récente là, par Caroline Fitzpatrick, une de mes collègues au Québec, qui a fait une grosse étude pan-canadienne et américaine sur l'impact des jeux vidéo sur les élèves à déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, les fameux TDAH. Et elle a démontré que les élèves à 13 ans qui avaient une très forte utilisation des jeux vidéo commençaient à montrer des symptômes de TDAH à 14 ans. Donc, l'attention, toutes les fonctions exécutives sont affectées si on passe trop de temps. Et les jeux vidéo, entre autres, affectent énormément le système de la récompense. C'est-à-dire que ça dérégule complètement tout parce qu'on est renforcé, on est récompensé constamment quand on joue à des jeux vidéo, ce qui n'est pas en adéquation avec la réalité. Donc, c'est cool de jouer aux jeux vidéo, j'adore ça, mais il faut être raisonnable, il faut encadrer notre enfant. Il y a des impacts physiques, le sommeil, vous le savez sûrement, vos enfants, le poids, parce qu'on fait moins d'activité physique, les yeux. Il y a des recherches, M. Tisseron, dont on parlera, un chercheur pédiatre, psychiatre français, en parle largement. Il y a des impacts aussi sociaux. Mais tout ça, en fait, c'est Mme Fitzpatrick, elle explique qu'en fait, c'est une question de vase communicant. Le temps qu'on accorde aux écrans, c'est du temps qu'on n'a pas pour jouer dehors. Donc, il faut essayer de jauger parce que tout ça se communique. Le temps, on en a une certaine quantité dans la journée et bien, ça fonctionne par vase communicant. Et quand il y en a trop dans un vase, eh bien, ça crée de la dépendance. Donc, il faut essayer d'équilibrer les choses, d'éduquer, de voir les limites. Donc, c'est assez compliqué. Les impacts sociaux, ben là, avec la pandémie, ça a fait émerger tout ce qui est cyber-intimidation. Et donc, ça, c'est un champ, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais c'est quelque chose d'important. Les élèves vivent des impacts à ce niveau-là importants. L'image de soi avec les vidéos, comment se présenter, le code vestimentaire, tout ça. Mais les impacts sociaux, c'est aussi à la maison. Si vous êtes toujours sur votre téléphone pendant les repas, bien, votre enfant, il va apprendre que pour manger, ça ne prend pas juste une fourchette. Ça prend le téléphone aussi. Donc, il faut essayer de faire en sorte qu'on modélise les comportements pour que nos enfants apprennent de bons usages. Et j'ai mis se connecter aux relations. Ce n'est pas se connecter à Internet, c'est se connecter aux relations. Rien de mieux que de regarder un film, mais en relation avec quelqu'un. Tellement que des plateformes comme Disney et tout ça ont commencé à réfléchir à des systèmes où, avec des amis à distance, on peut regarder le film en même temps pour partager. Non, mais ça va loin maintenant. OK? Donc, se connecter aux relations. Et puis, les enjeux éducatifs, eh bien, les enfants ne perçoivent pas nécessairement le numérique comme un outil pour apprendre, particulièrement les garçons. Tout de suite, ça va devenir un jeu. Je me souviens à Montréal, mes élèves me disaient « Ah, j'ai hâte d'être dans ta classe, Emmanuel. Tu fais beaucoup de choses avec l'ordinateur, on va jouer tout le temps. » Je dis « Attends-toi pas à ce qu'on joue tout le temps, mon grand. Tu vas travailler. » Et du coup, je trouvais ça bizarre. C'est en milieu défavorisé à Montréal. Donc, il y a aussi des recherches qui ont été publiées récemment sur l'efficacité du numérique en éducation. L'OCDE, l'Organisation mondiale du commerce, a publié en 2015 en disant qu'une utilisation modérée du numérique pour apprendre augmentait les résultats scolaires. Alors, c'est des résultats qui sont pris de l'étude PISA, qui
qui est une étude internationale qui est faite auprès des enfants de 15 ans. Et il disait qu'une surutilisation, une trop grande utilisation du numérique faisait diminuer le rendement des élèves aux différents tests. Alors, il faut prendre ça vraiment avec un grain de sel parce que ce ne sont pas des études sur plan quasi expérimental ou expérimental. Il n'y a pas de groupe contrôle. C'est des études qui sont sur la planète entière. Donc, c'est à prendre avec modération ce genre de recherche que vous pouvez peut-être lire ici et là, mais on va aborder ça ensemble. Donc, tout ça, en fait, vient à la qualité des contenus et des usages et que la recherche sur le numérique en pédagogie, elle est récente. Pas si récente que ça, mais ça change tellement vite. La tablette, ça fait que 10 ans. Donc, 10 ans de recherche, c'est rien. La motivation scolaire, ce que je vous expliquais là, ça fait 60 ans et plus de recherche amène ce genre de conclusion. OK? Donc, au niveau des parents, eh bien, on va regarder deux aspects de la problématique. Alors, la première, c'est tout ce qui est encadrement. Alors, encadrer les élèves sur le type d'activité que l'on peut, les enfants sur le type d'activité qu'ils peuvent faire. Snapchat, toi, je ne veux pas que tu utilises ça. Ah, OK. Par contre, dire je ne veux pas que tu regardes la télé avant de faire dodo. Ah, ça, les élèves ont plus de difficultés. Et en fait, il y a certaines recherches qui ont démontré que les élèves, les enfants, avaient plus de difficultés à respecter les règles liées au contexte d'utilisation qu'à la nature même de l'utilisation. Ils vont être capables d'exclure une application parce que papa, maman ne veut pas. Mais par contre, de respecter qu'au repas, il n'y a pas le téléphone, ça risque d'être compliqué, ou le temps d'écran. L'autre chose, eh bien, c'est la perception que le parent a du numérique et son taux d'acceptation. Donc, ici, je vais faire un petit aparté avec l'école à distance. Je pense que vous en avez eu pas mal au Maroc. Donc, les parents qui sont informés sur le numérique, que l'école informe bien les parents sur le numérique et les outils qu'ils vont utiliser, que les parents comprennent bien le sens de l'utilisation du numérique pour apprendre. C'est ce qu'on fait ce soir, ce midi pour vous, pardon. Ils vont être plus à même de s'engager dans la scolarité de leurs enfants à la maison. Là, c'est une étude de 2021 extrêmement récente d'une chercheure qui a utilisé les données mondiales de PISA et de l'OCDE, une super bonne étude qui conclut effectivement que si le parent perçoit le numérique comme utile, facile à utiliser, qu'il y a une bonne communication avec l'école, qu'on sait, je sais comme parent à quoi m'attendre, eh bien, le parent va s'investir de manière positive dans l'utilisation du numérique. Donc, on va regarder plus en détail cet aspect. Alors, c'est tout à fait bon pour les enseignants aussi. Alors, en ce moment, à l'école de Singapour, je suis en train de préparer une grosse enquête auprès des parents de nos 3250 élèves sur ça, en fait, sur la TAM. TAM, c'est Technology Acceptance Model. Et en fait, ce que ça dit ici, dans la première partie, ça dit qu'un parent qui perçoit l'utilité ou un usager, hein, ça peut s'appliquer à votre entreprise. C'est un modèle qui a été développé dans les années 90 et qui s'applique à toute application que votre entreprise pourrait mettre en place. Et vous voulez savoir si cette application, elle est acceptée par vos personnels, vous pouvez utiliser ce modèle. En fait, ça a été développé pour ça et après, ça a été mis avec l'éducation. Donc, un parent qui perçoit que c'est utile le numérique pour apprendre, il va avoir une bonne attitude et puis il va s'engager. Il va avoir une bonne intention. Le parent qui perçoit que c'est facile d'utiliser le numérique pour apprendre ou une application dans votre entreprise va également avoir une bonne attitude. Hein, c'est des petites étoiles, ça veut dire que c'est significatif. Tout ça, ça va avoir un impact, mais directement pas un impact sur l'intention d'utilisation. Et puis, dans ce modèle qui a évolué beaucoup depuis, là, cette chercheur a fait le choix de prendre certaines variables. Il y a le coût perçu, la compatibilité avec les valeurs, par exemple, de l'usager, la qualité. Et là, moi, je voulais attirer votre attention sur la sécurité. Un parent qui pense que utiliser le numérique, c'est dangereux pour son enfant,
ça ne va pas le convaincre de s'engager dans la scolarité de son enfant parce qu'il va devoir, et il doit, c'est une règle de l'éducation nationale, il doit utiliser le numérique pour apprendre et travailler. Et puis, le niveau de compétence du parent, ça va avoir un impact, certes, mais très léger. Ici, l'étude démontre qu'il n'y a pas d'impact. Par contre, les croyances du parent, est-ce que je pense que ça motive les élèves? Est-ce que je pense qu'il peut apprendre? Ça a un impact fort sur ces deux variables. Sur la relation parentale, alors ça, c'est très, très important. Hein? Puis dans plein d'études sur le développement de l'enfant, une bonne relation école-famille, ça aide l'enfant à bien se développer parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Eh bien, ça va avoir un impact aussi. L'enseignant qui informe bien le parent. Et puis, l'interaction entre l'enfant et le parent a un impact moins significatif sur l'utilisation, la facilité d'utilisation. Donc, c'est un modèle intéressant qui vous permet de peut-être mieux comprendre, votre degré d'acceptation des technologies dans la vie de votre enfant pour apprendre. Hein? Maintenant, pourquoi l'éthique à l'école? Donc, nous allons essayer de regarder ensemble rapidement les avantages et les limites pédagogiques et ensuite les avantages et les limites sur la motivation et la réussite. Je vais prendre un peu d'eau si ça ne vous dérange pas. C'est très difficile de faire un webinaire. J'ai l'impression que je vais finir à l'asile. Je me parle tout seul. Je ne vois pas vos réactions. Je n'entends pas vos rires. Merci. Mon besoin de proximité sociale à quelques 8000 km de distance est rempli. Je vous remercie infiniment pour les coucous. Et je ne vois personne de ceux qui sont en ligne, malheureusement. Donc, on continue rapidement. Donc, les avantages et les limites pour la pédagogie. Alors, il y a un chercheur français qui est extrêmement connu dans l'éducation nationale qui s'appelle André Tricot, qui a produit plusieurs ouvrages. Et en fait, aujourd'hui, j'ai choisi de vous en présenter un. C'est un ouvrage qui parle des différentes fonctions pédagogiques. Alors, il y en a 24, mais je n'avais pas la place de les mettre et je n'avais pas envie de vous inonder de textes. Donc, j'ai marqué celles qui me paraissaient les plus pertinentes pour vous. Donc, je vous invite à les regarder. Mais ce sont des choses qu'on peut difficilement faire sans les technologies. Créer des films, et faire de l'écriture collaborative. S'entraîner avec les titres, c'est quand même bien. Si on fait un exercice et qu'on a un feedback tout de suite, qu'on a bon ou pas bon, c'est quand même mieux que d'attendre que le prof corrige 2 jours plus tard la copie. Donc, ce sont tous des avantages. Apprendre à distance est un avantage. Apprendre sur son temps. Je suis sûr que dans vos entreprises, de plus en plus, on vous invite avec des plateformes comme LinkedIn Learning, par exemple, à suivre des formations en ligne pour votre propre développement professionnel. Programmer, on parle de plus en plus de programmation avec des applications sur iPad qui sont faciles pour les enfants. Donc, ce sont 24 avantages d'utiliser le numérique pour apprendre. Alors, vous voyez ici, peut-être que vous ne connaissez pas ça ou peut-être que si. Vous voyez un enfant ici qui regarde un globe avec son téléphone. Et c'est drôle, mais il y a la Statue de la Liberté, en fait. Et ça, c'est de la réalité augmentée. Donc, c'est assez intéressant de dire que je vais regarder avec une application le globe et à mesure que je me déplace, je vois apparaître des monuments. On peut faire la même chose sur des expositions dans les musées. Moi, je l'ai déjà fait sur le yearbook où mes élèves, sur leur photo, quand le parent scannait la photo du yearbook, l'élève se mettait à parler des bons usages du numérique parce que c'est une année où on faisait le yearbook sur le numérique. Donc, c'est quand même fantastique. Et le numérique, la pédagogie, en fait, en soi, a 4 contraintes et on va voir quelles sont les contraintes qui sont facilitées par le numérique, selon André Tricot. Je trouve ça très intéressant comment il apporte le sujet. Alors, déjà, le temps d'apprentissage n'est pas pareil pour tout le monde. On n'apprend pas tous à la même vitesse. Ma mère me disait toujours, Emmanuel, tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Donc, j'imagine que si on avait eu le numérique dans les années 80 pour nous aider davantage, ça m'aurait été une grande utilité et ça aurait enlevé des maux de tête à ma mère parce que le participe passé avec avoir, je ne l'avais pas et j'ai toujours de la difficulté, je crois.
Donc, le temps d'apprentissage, le numérique facilite ça, c'est-à-dire on peut apprendre à peu près n'importe quand et à sa propre vitesse selon différentes applications. Le lieu de l'apprentissage, le lieu d'apprentissage conventionnel, c'est la salle de classe. Non, ce n'est plus le cas. On peut faire des formations comme ça en modalité comodale, comme on fait en ce moment. Alors, c'est différent de la modalité hybride. La modalité comodale, c'est que vous avez le choix en ligne ou en salle. La modalité hybride, c'est tantôt, tout le monde on est en salle, tantôt, tout le monde est à distance. Et il y a le blended ou le hybride en ligne. C'est tantôt, on est synchrone en ligne, tantôt, on est asynchrone en ligne. Donc, les terminologies de formation ouverte à distance, c'est compliqué. Mais pour en venir ici au propos, le lieu d'apprentissage, c'est quand même super de pouvoir dire je peux travailler dans un café maintenant. J'ai préparé cette conférence dans un café cette semaine en attendant un ami en partie. Donc, c'était fantastique de dire je pouvais continuer à apprendre, à lire sur mon iPad des articles de M. Tricot tout en prenant un bon café au centre-ville de Singapour. Les savoirs à apprendre. Alors ça, M. Tricot dit que c'est une contrainte qui n'est pas nécessairement aidée, facilitée par le numérique. Et ça se comprend, en fait. Pour utiliser le numérique, il faut apprendre plus. Il faut apprendre des stratégies. Et c'est ce que l'Éducation nationale tente de faire depuis 2019. On va en parler. On va développer un cadre de compétences sur le numérique qu'on va aborder tout de suite plus tard, après. Et puis, la manière d'apprendre. Ça, définitivement, le numérique va essayer d'amener de nouvelles stratégies d'apprentissage. Alors, si vous utilisez, par exemple, les outils Google dans votre travail, vous pouvez mettre un commentaire avec une tâche. La personne, plus tard, elle travaille sur le document, elle voit que vous lui avez mis une petite tâche à faire, elle l'a fait, elle check, vous êtes informé que ça a été fait. Vous pouvez vous parler, vous pouvez travailler en même temps sur le même document. La manière d'apprendre, elle a complètement, de travailler complètement changé avec le numérique. Donc, c'est des grandes plus-values pédagogiques. Sur la motivation scolaire, alors, mon étude doctorale, mais qui date déjà de 12 ans, avait démontré, et puis ça a été corroboré par la suite, que les élèves qui utilisent le numérique pour apprendre, du moins à la fin de l'élémentaire, moi, ma recherche était en sixième, ont un engagement affectif dans les tâches accrues. Ils préfèrent largement faire les tâches avec le numérique. Ils ont beaucoup plus de plaisir. Ils veulent rester après pendant la récréation pour travailler, ce que je n'avais jamais vu avant en milieu défavorisé notamment. Un engagement comportemental modérément accru. Il peut y avoir des déviances comportementales, aller sur Facebook, tout ça, qui crée des maux de tête aux enseignants parce que l'élève est caché derrière son écran. Il y a des façons de régler ça. C'est une question d'éducation aussi en classe. Mais ça a été démontré que les enfants hyperactifs, par exemple, vont être capables d'avoir une attention plus soutenue sur l'apprentissage et les activités. Et les enfants vont participer davantage, peuvent poser des questions. Là où c'est compliqué, c'est sur les aspects de l'engagement cognitif. En fait, mais là, c'est en rapport avec les usages. Des tâches qui permettent à l'enfant de réfléchir sur comment il a fait, de se réécouter. Par exemple, en ce moment, j'enseigne le français au lycée français de Singapour. Et mes élèves, je les enregistre. Ils présentent, ils font des petites présentations. Et mes élèves non francophones s'enregistrent et ils se réécoutent et à l'aide d'une grille, ils s'évaluent sur leur production orale. Bien là, j'ai favorisé leur engagement cognitif, même métacognitif. Je les ai amenés à essayer de réfléchir qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois. Et puis là, ils recommencent. Bien, les usages et les outils technologiques peuvent vraiment favoriser cet engagement cognitif. Par exemple, si on prend un traitement de texte, on souligne les fautes d'orthographe. Alors, il y a un moment, c'était non, je ne veux pas que mes élèves utilisent ça, c'est tricher. Maintenant, ce n'est plus vraiment ça parce qu'en fait, si on souligne ton erreur, c'est bien qu'on t'informe que tu as une erreur, mais après, il faut quand même que tu fasses un choix. Et l'ordinateur, il n'a peut-être pas la bonne réponse, il s'est peut-être trompé, ça arrive. Donc, tu travailles à l'aide d'un outil comme ça, l'engagement cognitif des élèves.
Donc, les élèves ont de meilleures attentes de succès et une valeur accordée à l'apprentissage plus grande en utilisant le numérique. Pour ce qui est de l'impact sur l'apprentissage et la réussite, là, c'est beaucoup moins clair. Pourquoi c'est beaucoup moins clair? Parce que mesurer les effets sur l'apprentissage, c'est compliqué, en fait. Comment on fait ça? Comment on mesure qu'un apprentissage est meilleur? Est-ce qu'on fait des tests? Est-ce qu'on fait des tests standardisés sur des connaissances en français et en maths? Oui, mais si on a fait un projet sur je ne sais pas, la Grèce antique et qu'on a travaillé que sur une partie de la Grèce ou que sur certains dieux et qu'on a un test standardisé qui nous parle de toute la mythologie grecque au complet, on ne va pas réussir. Par contre, pendant qu'on a fait le projet, on a fait plein d'autres choses. Donc, en psychologie, on appelle ça le traitement approprié au transfert, c'est-à-dire qu'il faut que la façon d'enseigner soit liée à la façon d'évaluer. Et dans ce cas-ci, ce ne serait pas un bon exemple. Donc, c'est compliqué d'évaluer l'efficacité. Il faudrait que toutes les études s'entendent sur qu'est-ce que c'est un apprentissage réussi et comment bien l'évaluer. Qu'ils fassent un plan quasi expérimental, c'est-à-dire qu'il y en a qui utilisent les numériques, on les évalue ainsi. Il y en a qui n'utilisent pas le numérique et on les évalue ainsi. Là, OK. Mais en gros, les méta-analyses, il y a une très bonne recherche qui est apparue en 2017 qui fait une méta-analyse. Alors, une méta-analyse, c'est l'étude de recherche de recherche. Alors, on prend toutes les recherches qui existent, qui ont mesuré l'efficacité sur l'apprentissage des TIC, et puis on compare leurs résultats ensemble, puis on exclut les recherches qui ne sont pas bien faites. L'effet est variable et modeste de l'utilisation du numérique sur l'apprentissage. Taille d'effet, effect size, on appelle ça, c'est 2,4. Maximum, c'est 1. C'est-à-dire qu'une stratégie pédagogique comme le feedback, par exemple, la rétroaction, ça a un taux d'effet de 0,85 ou 8,9. Ça veut dire que c'est extrêmement efficace pour apprendre. Le numérique, c'est un effet modéré. Par contre, c'est un effet motivationnel très important. Donc, il faut utiliser le numérique, sachant que la motivation, c'est le premier médiateur de la qualité d'apprentissage. Les effets du numérique, selon ces méta-analyses, sont meilleurs au primaire. C'est-à-dire qu'à l'élémentaire, utiliser le numérique va avoir plus d'effets sur l'apprentissage qu'au secondaire. Plus d'effets en mathématiques et en sciences, peu importe le niveau, parce que c'est plus difficile d'évaluer des compétences langagières et tout ce qui est langue, entre autres. Pour que ça ait un impact important sur l'apprentissage, il faut utiliser le numérique de manière relativement courte, sur une durée de temps courte, mais intense, par des projets ou par des jeux sérieux, en anglais « serious game ». Au Québec, ils ont traduit ça par un truc très québécois, je ne me souviens plus, mais ce n'est pas jeu sérieux. Et puis, travailler en collaboration avec le numérique, ça aide à l'apprentissage. Donc, des exemples, eh bien, de l'écriture collaborative avec le numérique, s'entraîner sur le calcul mental avec le numérique. Ça peut être faire des présentations orales avec le numérique, s'enregistrer, etc. Tout ce qu'on a vu avec M. Tricot. Alors, l'Éducation nationale de France, là, on approche du temps limite, on a presque terminé. Depuis 2019, demande à ce que les élèves soient formés aux compétences numériques, c'est-à-dire à l'utilisation des outils. Et ça va être important pour leur certification et pour leur baccalauréat. Comment est-ce qu'on évalue ça? Un usage réfléchi du numérique en éducation pour les enseignants qui nous écoutent peut-être, mais aussi pour les parents. Et puis, vos préoccupations par rapport au temps d'écran. Donc, l'Éducation nationale a produit un cadre de référence sur les compétences numériques qui se divise en 5 domaines: information et données, communication, collaboration, création du contenu, protection et sécurité, environnement numérique. Et il y a, si je me souviens bien, 16 compétences. Alors, ils sont vraiment dans l'approche compétences comme je vous l'ai expliqué. D'ailleurs, l'Éducation nationale est alignée avec la définition que je vous ai donnée tout à l'heure dans son bulletin officiel de 2015. Ces compétences, par exemple, interagir, c'est la même compétence sur les différents niveaux. En fait, il y a 8 niveaux. Là, je n'ai pas mis le graphique. 8 niveaux. Niveau 1 et à 5, c'est pour l'école. De cycle 3 à lycée. Et puis, les niveaux 6, 7 et 8,
c'est postsecondaire. Et donc, les élèves, à la fin de leur cycle 4, devront, à l'aide d'une plateforme qui s'appelle la plateforme PIX, devront valider des compétences, ces compétences-là, à travers différentes tâches complexes à réaliser en ligne pour pouvoir avoir leur certification. Et à la fin du lycée, ça va apparaître aussi dans le livret scolaire. Donc, là, le numérique, ce n'est plus un choix. Les enseignants ne peuvent plus dire « Oh, je n'ai pas envie de l'utiliser ». C'est une obligation. Depuis 2019, il y a ce document qui est basé sur le même document qui a été composé par la communauté européenne. Maintenant, pour évaluer les usages, eh bien, il y a un modèle qui s'appelle le modèle SAMR, le modèle substitution, augmentation, modification et redéfinition, qui permet aux enseignants de planifier une activité avec le numérique et s'assurer de sa plus-value. En fait, l'idée ici, c'est qu'un usage du numérique peut simplement être une substitution à quelque chose qui existait déjà. Le tableau noir et le tableau interactif. Les élèves ne vont pas toucher au tableau interactif, d'ailleurs, ils vont moins au tableau interactif qu'au tableau noir, ça n'a pas vraiment de plus-value. Ça affiche, c'est des notes, mais on reste dans de la substitution. Augmentation, c'est là, on amène une petite amélioration. Par exemple, utiliser le correcteur dans un traitement de texte. Alors là, il faut réfléchir. On a une augmentation. C'est comme écrire sur du papier, mais instantanément, on a un commentaire si on a fait une erreur, puis il faut réfléchir comment la corriger. Donc là, il y a une plus-value qui commence à s'afficher. Puis après, on passe dans une étape de transformation où là, on modifie la tâche. C'est-à-dire, on fait quelque chose avec le numérique qui ne peut pas être fait sans le numérique. Par exemple, s'enregistrer en train de faire une présentation orale et de s'écouter après pour voir comment on a performé. Alors, je vous dis tout de suite, je n'écouterai pas ma présentation enregistrée ce soir. J'ai peur. Et redéfinition, eh bien là, c'est vraiment, on combine tout ce qu'on peut avec le numérique, c'est-à-dire on fait une sortie éducative, on filme les choses, on interviewe des gens sur place, après ça, on fait un montage en présentant des choses qu'on a apprises sur la culture grecque ou la culture marocaine, dans nos classes, en faisant tout ça dans un montage. Là, on est dans une perspective de redéfinition. Ce ne sont pas des stades, en tant que tels. C'est-à-dire qu'un enseignant ne commence pas à un niveau, ce n'est pas des niveaux, c'est juste des façons de parler du rôle de la technologie dans l'acte pédagogique. Alors, ce modèle a été inspiré de M. Bloom, qui est un pédagogue dans les années 60, qui a défini des niveaux taxonomiques, c'est-à-dire des niveaux de verbes pour apprendre. Et on peut se rappeler les choses pour mémoriser. Ouais, ça va. En anglais, ils appellent ça « low ordering skills of thinking ». Comprendre, OK. Analyser, OK. Mais quand on passe plus haut, là, on est dans appliquer quelque chose qu'on a appris, évaluer sa performance et créer. On est dans des niveaux taxonomiques beaucoup plus élevés. On appelle ça « high ordering skills of thinking » en anglais. Et puis, donc, ce modèle est contesté. Il y a des limites à ce modèle. Les enseignants pourront aller voir cet article qui a été publié en 2016, je crois, qui est très intéressant et qui amène vraiment un regard critique sur ce modèle qui est souvent présenté comme la panacée ou une façon de faire fantastique. En fait, il y a des limites dans ce modèle. Et puis, on utilise ce modèle en combinaison avec le modèle que je vous ai montré tout à l'heure avec le diagramme de Venn, les cercles, pour aider les enseignants à planifier des activités éthiques pertinentes. On les fait réfléchir sur leurs objectifs pédagogiques, sur le contexte, sur les activités qu'ils veulent faire. Et puis, à chaque niveau, comment vas-tu utiliser le numérique pour augmenter ta plus-value? Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'aspect pratique encadrante pour les parents. Maintenant, on a assez parlé du côté enseignant. On va terminer sur cet aspect. Donc, j'ai pris 3 sources d'informations. Alors, j'ai pris la chaire de recherche du Canada sur les technologies en information et en communication qui était dirigée par mon directeur de thèse de doctorat.
Et j'ai pris des informations de M. Tisseron en France, qui a fait l'association 36912, du groupe de recherche sur l'intervention éducative au Québec et sur American Psychiatry Association. Pour vous donner et j'ai essayé de résumer les trois ensemble. Donc, première chose, avec le numérique, apprendre avec l'éthique. À mon enfant, il faut l'aider à apprendre avec le numérique. Ça, c'est important pour qu'il en change ta conception ludique du numérique. Alors, apprendre, s'informer sur le numérique, être critique par rapport au numérique, mettre à profit les compétences numériques de vos enfants. Vous allez aller en voyage? Tu sais utiliser Internet, toi? Hein? Ben go, vas-y, trouve-moi des informations pertinentes pour notre voyage. Je te fais confiance. Puis après ça, on regarde ça ensemble. Mettre à profit ce que vos enfants savent faire avec le numérique pour vos besoins familiaux. Là, c'est sûr qu'ils vont accorder beaucoup de valeur et ils vont être en proximité sociale avec vous. Être ouvert au numérique. Si vous êtes fermé au numérique, ce n'est pas une bonne idée. Fermé ne veut pas dire être prudent, d'être imprudent, pardon. Et modéliser les bons usages, ben ça, on le sait tous que si on montre l'exemple, c'est toujours mieux. Communiquer de façon régulière avec mon enfant, échanger avec lui, mais aussi avec les autres parents sur les enjeux, sur les difficultés, sur les forces, sur les applications. Avoir un équilibre dans l'utilisation du numérique, avoir des règles dans la famille, on va y revenir. Surveiller ce que mon enfant fait, pas trop de près, surtout si c'est un ado de 15 ans, mais c'est important. Encadrer les risques, parler de cyberintimidation avec lui et des risques liés au coût, par exemple. Vous ne vouliez pas avoir une facture de 150 $ de modules complémentaires de jeux sur iTunes Store, par exemple. Observez les comportements de vos enfants. Si vous voyez que les comportements de vos enfants changent drastiquement, bien, questionnez-vous, est-ce que ça pourrait être en lien avec le numérique? De protéger l'identité, d'être responsable. Donc, ça, ce sont une autre famille de mesures développées par la Chaire de recherche du Canada sur le numérique. Et puis, une autre partie qui est tirée de Carol Fitzpatrick, c'est d'avoir un plan familial. En fait, ce n'est pas elle qui l'a inventé, c'est l'American Psychiatric Association qui a inventé ça. Je vais vous mettre le lien plus loin pour faire votre propre plan numérique, sachant que Mme Fitzpatrick est en train de développer une application francophone pour aider les parents à avoir un plan familial. Donc, un plan familial, c'est des conditions d'utilisation du numérique dans la maison ou en famille. Donc, ce plan, et là, j'ai mis « Nous décidons ensemble ». Hein. C'est très important cet aspect, surtout avec les ados, qui fassent partie de la décision des règles et du plan familial. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Du moment, quand est-ce que tu as le droit d'utiliser les écrans et le numérique? De la durée, des endroits, dans l'auto, au restaurant, à la table à la maison, dans ta chambre, à vous de voir. Des contenus, quel genre de contenu tu peux avoir? Ça peut aussi les applications. Les coûts, évidemment. Quels sont les coûts que je te permets de dépenser? Les lieux et les modalités. Avec qui? Ou tout seul? Les types d'appareils, etc. Ça, ce sont tous des choses qui peuvent faire partie de votre plan familial qu'il faut décider à travers le lien que je vais vous donner, que vous pourrez scanner avec vos QR codes. Donc, voici le fameux QR code de American Academy of Pediatrics et qui va être pris en français bientôt par le Centre de recherche Grise sous la direction de Mme Fitzpatrick. Donc, il y a un balado qui est disponible. Ça tombait pile poil. C'est sorti il y a quelques temps à peine. J'ai regardé ça en plus pour me remettre un peu à jour sur ces informations-là. Donc, vous pouvez trouver ce podcast sur Apple ou d'autres plateformes de podcast de Mme Fitzpatrick. C'est les balados du Centre de recherche Grise. Et elle dit quelque chose de très intéressant que j'ai recopié ici. Je pense qu'une des stratégies est d'arrêter d'utiliser les écrans comme récompense. Sinon, l'inverse devient vrai. Retirer les écrans devient une punition. Et là, si on fait ça, on n'est plus dans une perspective éducative. On est dans une perspective behaviorale, dans une perspective de punition ou de récompense pour renforcer ou supprimer un comportement
mais on n'est pas dans une perspective éducative. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à donner des valeurs à nos enfants, on cherche à les conditionner. Alors, moi, je ne suis pas un tenant de l'approche behaviorale, donc je vous invite vraiment à réfléchir sur la place que vous donnez au temps d'écran et est-ce que vous en parlez comme une récompense ou une punition auprès de vos enfants? Ça me paraît essentiel à voir ensemble. Et puis, l'association 36912 que M. Tisseron a inventée et qui va intervenir au lycée français de Singapour dans pas longtemps. C'est pour ça qu'on fait l'enquête avec le modèle TAM que j'ai suggéré à l'association 36912. Vous offre aussi des lignes directrices sur l'utilisation. C'est pour ça le 3, le 6, le 9 et le 12. Alors, peut-être que vous avez déjà vu ça, mais ils ont un site Internet avec plein d'informations pour vous aider à bâtir votre plan familial. Je vous laisse le temps de regarder ce qui est écrit là. Alors, Mme Fitzpatrick, elle va dans le même sens, puis l'American Academy of Psychiatry aussi. Avant 2 ans, 0 temps d'écran. De 2 à 5 ans, 1 heure par jour. Après, pour les élèves de l'élémentaire, début d'adolescence, 2 heures par jour. Donc, essayez de réfléchir combien de temps d'écran il y a à la maison et puis ça va vous donner une indication si vous êtes dans les normes qui sont définies là, ici par 3 associations de scientifiques différentes qui arrivent à peu près approximativement aux mêmes conclusions au niveau de la réglementation du temps d'écran, qui peut avoir un impact sur le développement cognitif, affectif, social, visuel de vos enfants s'il y a vraiment une très, 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 très grande utilisation des écrans. Alors, moi, pour mon enfant, je ne suis pas du tout inquiet à ce niveau-là. J'essaie de rester dans les clous de 1 heure par jour à peu près, des fois un peu plus. Ça dépend si c'est un week-end et on a du popcorn. Donc, pour terminer cette présentation, parce que là, j'ai parlé quand même pas mal, je voudrais revenir sur une phrase pour conclure ces 2 webinaires. Je remets la même phrase que j'avais mise la dernière fois du ministre de l'Éducation de France, M. Blanquer, qui dit que le plaisir d'apprendre à l'école est la condition du succès des élèves. OK? Donc, ce qu'on a dit là pendant ces webinaires-là, on n'est pas à l'encontre de l'Éducation nationale. Pour créer cet environnement favorable, l'école doit offrir un cadre bienveillant à même d'inspirer la confiance aux élèves. Là, on est dans toutes les questions de proximité sociale qui sont définies par la théorie de l'autodétermination dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour conclure, effectivement, l'éducation nationale, vous êtes dans une école française, je travaille dans une école française, j'étais conseiller pédagogique au lycée de Shanghai auparavant, donc ça fait maintenant presque 12 ans que je travaille dans le système français et à la EFE. C'est important pour le système français, la confiance, le plaisir, le bien-être. J'ai publié un chapitre de livre il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, sur le bien-être avec un projet qu'on fait ici, Je suis bien à l'école. Je vous invite à regarder ce projet, Je suis bien à l'école, c'est jsbe.net. Alors, je vous invite à rentrer en contact avec la personne Julie Dubar si vous voulez avoir plus d'informations. Elle donne des ateliers par an et elle donne des ateliers pour les enfants dans les écoles. Ça fait 4 ans à Singapour qu'on fait ce projet. Elle habite maintenant à Dubaï, ce qui est un petit peu plus près maintenant pour vous. Et puis, le système éducatif français met l'accent là, depuis 2019, un accent extrêmement important sur développer les compétences numériques technologiques de mes enfants, des enfants. Donc, les enseignants doivent suivre, c'est obligatoire. Il faut se rappeler que la motivation, c'est avant tout 3 besoins psychologiques et qui se traduisent contextuellement par rapport à certaines matières avec le modèle attente et valeurs dont je vous ai parlé, c'est un très fort médiateur de l'apprentissage. Donc, vraiment à soutenir cette motivation. Que apprendre, enseigner et évaluer, ça a changé et ça a changé beaucoup depuis que vous étiez à l'école et c'est appuyé par tout plein de recommandations tirées de la recherche. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, là, c'était des choses qui sont vraiment scientifiques. Je suis chercheur en sciences de l'éducation. Je ne me permettrai pas une seconde de vous dire des trucs qui ne sont pas corroborés par plusieurs chercheurs.
et qu'il n'y a pas une acceptation. Et si c'est mitigé, je vous en ai informé. Donc, il faut tous s'adapter, les enseignants aussi, et si ça prend une bonne compréhension de tous les côtés, les enseignants, les parents doivent bien collaborer ensemble. Je vous en prie, faites chacun votre effort. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Ah, les maudits profs, ah, les parents. C'est compliqué, mais il faut vraiment arriver à bien s'entendre, partager les valeurs. Faites confiance au groupe scolaire Jacques Chirac. Ce sont des professionnels de l'éducation qui sont là pour vous aider à mieux comprendre comment ça se passe aujourd'hui à l'école. Notre souci, c'est que votre enfant réussisse et s'épanouisse à l'école, au groupe scolaire Jacques Chirac. Et puis, dernière chose, les technologies, c'est une nécessité. C'est indispensable aujourd'hui. La plupart des métiers de domaine ne sont pas encore connus aujourd'hui et ils feront affaire avec des technologies. Donc, la qualité des usages, le plan familial, l'éducation qu'on va donner à nos jeunes pour le numérique, c'est ce qui va faire que les apports vont être profitables et utiles pour eux. Donc, c'est très, très important tout ça. Et finalement, guider, coopérer, apprendre ensemble, se responsabiliser. On sait que pour le développement du cerveau, par exemple, eh bien, coopérer, ça aide à l'empathie et le cerveau se développe mieux ainsi. Donc, favoriser les échanges entre vous. Voilà, je vous remercie grandement pour votre écoute. J'ai plus de voix. Je vais aller à l'asile tout de suite, me faire soigner. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre temps. Mesdames, Messieurs, Monsieur l'inspecteur, Madame la proviseure, merci encore 1000 fois pour cette occasion. Donc, vous avez mes coordonnées. Vous êtes invités à m'écrire. Il n'y a pas de souci, chers parents, enseignants ou personnel d'école du Maroc ou d'ailleurs. Je sais qu'on a peut-être des gens de Meknès qui sont là. Donc, vous pouvez me contacter. Il n'y a aucun souci. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, avant de quitter ce webinaire, on va passer à une période de questions. Je vous invite à scanner le QR code pour faire l'évaluation de ce webinaire. Ça va être important pour moi pour pouvoir m'améliorer parce que je suis dans cette perspective incrémentielle. On a parlé tout à l'heure avec Mme Dweck, le Not Yet. Pour moi, ça fait 5, 6, 7 webinaires que je fais. Je commence à prendre l'habitude. Et puis, pour l'échange, je vous pose une question. Quels sont vos 3 plus petits pas vers une plus grande motivation, réussite et autonomie de vos enfants avec l'éthique, bien sûr? Qu'est-ce que vous pourriez faire là aujourd'hui? 3 choses, des petits pas qui vont dans la direction de ce que je vous ai dit ce soir. Alors, vous pouvez le partager si vous avez une question et on va ouvrir les micros et ça va me faire plaisir de prendre le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Madame la proviseure, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur Bernet. Merci. Le propos était assez vaste. On va tout de suite lancer les réactions ou les questions dans la salle. Et puis, j'invite les gens qui sont en webinaire à poser leurs questions aussi via le chat et les questions-réponses. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des réactions? Que tout le monde a réussi à scanner son QR code. Tout d'abord, je suis habilité général, parent d'élèves au scolaire Jacques Chirac. Tout d'abord, merci pour cette magnifique intervention très intéressante, très bien documentée, très claire. Vous avez à un moment donné parlé des 4 types d'implémentation en fait, de l'éthique dans l'éducation, hein, des substitutions, des changements. Et on a l'impression que ce qui est décidé, c'est plutôt de la substitution, ce qui est décidé plus ou moins parce que la pandémie a imposé l'introduction massive d'éthique dans les modalités éducatives, mais c'était de la substitution. Et que par contre, là où il y a de la transformation, c'est plutôt sur le temps, je ne sais pas comment l'appeler, plutôt que de lire un livre ou de jouer avec son petit frère ou sa petite sœur,
les enfants ont tendance à transformer l'utilisation de ce temps libre en substituant l'écran et les vidéos, les applications, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais essayer de voir si j'ai bien compris votre question. Donc, vous questionnez à savoir si le numérique n'est pas trop utilisé comme substitution à un outil traditionnel, c'est ça? Donc, pour moi, au niveau éducatif, au niveau scolaire, il y a eu uniquement de la substitution. C'est-à-dire que le Zoom a remplacé le présentiel en classe, les tablettes ont remplacé les exercices ou des travaux personnels à faire. Par contre, il y a eu vraiment transformation, c'est sur le temps libre de l'enfant. C'est-à-dire que l'usage de la technologie est venu transformer. Okay. Je crois comprendre. Alors, peut-être deux petites choses par rapport à ça. Ce ne sont pas des stades qu'il faut atteindre. On commence par la substitution, on va à l'augmentation et comme ça, on se promène d'un à l'autre selon l'intention pédagogique que l'on a besoin. Et puis, effectivement, au début, si les enseignants ne sont pas assez confiants par rapport à leur savoir technopédagogique, ils vont commencer par de la substitution. Et il n'y a pas de mal à ça, en fait, parce qu'il peut avoir des avantages, certes pas top, comme la redéfinition, mais c'est des choses qui vont avec le sentiment d'auto-efficacité des enseignants aussi. Et nous, comme formateurs, on essaie d'amener les enseignants à aller monter un petit peu d'un niveau supérieur pour leur activité pédagogique. Et donc, effectivement, les élèves, sur leur temps perso, vont faire des films parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont envie de faire et puis c'est ce ils trouvent ça stimulant. Donc, c'est pour ça aussi qu'on amène les enseignants à essayer d'aller dans des modalités de modification et de redéfinition parce qu'on sait très bien que les enfants, c'est là qu'ils vont accrocher le plus et qu'ils vont aimer utiliser les technologies et apprendre. Alors, j'espère que ça répond un peu à votre question, monsieur. Tout à fait, merci. Allez, soyez pas gênés, là. J'ai besoin d'être en relation sociale en ce moment. Je suis inspecteur pour la zone Maroc, équivalent de Bruce Terrain, et donc, j'avais une question. J'ai bien apprécié le fait que vous précisiez que les TIS, l'éthique, était vraiment un outil, c'est nécessaire mais pas suffisant. Et donc, vraiment, la démarche pédagogique, les principes pédagogiques, le regard que l'on porte sur l'apprentissage est essentiel. Je vous pose une question de la place du numérique dans un cadre qui est celui de la classe. Parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une tension qui s'instaure régulièrement entre une démarche de personnalisation de plus en plus développée de la part des enseignants, de la part de la demande des familles, de la part de nos institutions, de la part de nos programmes, de la part des besoins des élèves, et en même temps cette dimension sociale de classe où on a 20, 25, 30 élèves à faire fonctionner ensemble, à profiter de cette dynamique collective. Et donc, les études psychologiques ont montré, en fait, souvent, on s'impliquait moins dans le collectif que dans l'individuel. Souvent, les psychologues prennent l'exemple du tir à la corde. Vous savez, où deux groupes qui tirent une corde s'investissent moins que s'ils étaient seuls à tirer à la corde. Et donc, en fait, ma question, c'est comment les TIS peuvent aider, peuvent contribuer, peuvent faciliter aussi cette dimension collective sans tomber dans une personnalisation trop accentuée qui aboutissent en fait à une individualisation qui perd le bénéfice de la classe, l'école et de la dynamique de la culture commune. En fait. D'accord. Donc, je pense avoir bien compris votre question. Alors, c'est pour ça tout à l'heure, je disais, quand je forme des enseignants, souvent, des écoles m'appellent pour aller les former. On ne parle pas de numérique au départ. Parce que il faut savoir, faut changer sa posture déjà comme prof, de ne pas être seulement en avant, d'être capable de mettre les élèves en équipe, de pouvoir les faire travailler en équipe pour que, comme vous dites, ce ne soit pas juste un élève qui travaille puis que les autres sont en train de prendre leur café. Donc, il y a des stratégies qui existent. Il y a des stratégies d'enseignement coopératif. Il y a Spencer Kagan aux États-Unis qui a développé
énormément de stratégies pour faire en sorte que les élèves trouvent leur place dans une équipe, que le potentiel de chacun soit maximisé. On forme les enseignants là-dessus. De travailler en atelier où certains élèves font une activité pendant que d'autres font autre chose, pour pas qu'on se ramasse 25 gamins derrière 25 écrans d'un coup, mais peut-être qu'il y a 5 gamins qui sont à l'ordi pendant qu'il y en a d'autres qui sont assis avec le prof, pendant qu'il y en a d'autres qui sont en autonomie en train de faire quelque chose. Des modalités un peu qu'on retrouve à la maternelle, qui sont présentes aussi à l'élémentaire et qui peuvent fonctionner très, très bien au secondaire aussi. Je forme des profs ici au collège sur ces méthodes-là, puis ils adorent ça. Donc, pour que ça fonctionne bien, tout ça, en fait, il faut de la structure. Et ce n'est pas simplement de mettre les élèves en équipe avec ou sans le numérique qui va fonctionner. Il faut leur donner de la structure, les tâches soient claires, et ça, là, on revient sur le besoin de compétences qu'on avait. J'espère avoir répondu un peu à votre question. Merci, M. Henry. Alors, on va prendre des questions aussi qui sont dans le chat. On écoute Mme Nechmi qui va redonner les questions. Oui, rebonjour. Là, j'ai 2 questions. On va commencer par la première de M. Mehdi qui demande que recommandez-vous pour l'utilisation du contrôle parental au niveau des foyers et peut-être aussi au niveau de l'école? De suivre les recommandations que j'ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un plan familial, de définir le temps d'écran avec votre ado, par exemple, les lieux, tout ça. C'est à vous à bâtir ces règles avec lui. En fait, tout ça, ce sont des recommandations. Il n'y a pas de recette faite pour les parents. Et le site que je vous ai présenté tout à l'heure via le QR code vous aide à avoir ce plan familial. C'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que je ne connais pas votre réalité parentale aussi. En ce qui concerne l'école, c'est vrai qu'il y a aussi tout un dispositif de contrôle qui est mis en place. Alors, on a notre directeur des services d'information. Peut-être il peut donner quelques éléments. Alors, c'est vrai qu'il y a… Sans micro, je crois. On nous entend sans micro, peut-être mieux? Oui, ça va, oui. Ouais. Je préfère son micro, comme ça… Ça va, son micro? Il n'y a pas d'écho. Oui, très bien. C'est vrai qu'on essaie au fur et à mesure de mettre, on va dire, un certain nombre de dispositifs sans qu'il y ait de frustration aussi au niveau des utilisateurs. Le problème avec le numérique, c'est que en quelque sorte, il a envahi les foyers et aussi la façon de faire des élèves. Et le fait d'être… Nous, on a fait ce choix-là. Il y a des apprentissages en utilisant des ordinateurs portables ou bien des tablettes au niveau des classes. Toujours, ça pose la question de que l'élève va aller ailleurs autre que ce qui est proposé par le prof. Donc, il y a un contrôle déjà en place et en réflexion d'un dispositif qu'on a déjà testé qui permet aux professeurs d'avoir les vignettes de tous les écrans pour qu'il y ait 7 écrans sur classe et pouvoir maîtriser aussi via un contrôle d'arrêter les écrans, de le remettre en fonction, d'attirer l'attention de l'élève. Et il y a après le contrôle hors classe, ça c'est autre chose, parce que lorsqu'on donne des devoirs via des outils numériques, ça veut dire que l'élève, il est encore sur des temps d'écran à la maison. Alors, comment il restera sur ces écrans sans qu'il y ait un outil encore de contrôle parental pour l'empêcher d'aller vers des sites ou bien d'utiliser des jeux ou même aussi avoir le contrôle de temps qu'il passe devant les écrans. Voilà un peu le… C'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi à Singapour. On a équipé les élèves de Chromebook en 5e et en seconde. Et on est en train de voir avec des entreprises des solutions de contrôle, justement, où en classe, l'enseignant peut figer les écrans s'il a quelque chose à dire. Il y a plein de systèmes qui existent là, depuis les années 80. Apple avait déjà développé ça, Apple Remote Control, depuis longtemps. Donc, c'est des choses qui sont mises en place par les écoles pour qu'il y ait un contrôle qui soit fait tant en classe qu'à la maison si l'école fournit l'appareil. D'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions des spectateurs en ligne. Madame Hélène Labbé-Bazintay qui pose une question concernant l'utilisation du numérique
et le lieu d'apprentissage pour les élèves, dans la mesure où l'utilisation du numérique à la maison n'est plus sous le regard de l'enseignant, soit dans une visée d'appréhension du numérique comme un outil de travail. N'est-il pas périlleux de laisser l'élève à la maison avec une activité numérique? Ben, l'élève n'est pas laissé à la maison avec une activité numérique par soi, parce que le parent est là. Et puisque le parent fait équipe avec l'enseignant pour le bien-être de son enfant, en aidant son enfant à l'équiper à l'aide de stratégies, d'apprentissage, qu'il s'intéresse à ce qu'il fait et qu'il est en collaboration avec les enseignants pour comprendre leur façon de faire, ben, il n'y a pas de laisser seul. S'il y a un laisser seul, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui n'est pas présent. Donc, ce qui n'est pas normal pour un enfant, même adolescent. Voilà. C'est direct, mais c'est ça. Alors, une autre question dans la salle? Oui? Alors, peut-être sans le micro, j'ai l'impression qu'on nous entend mieux sans. Si vous parlez fort, ça va aller. Je vais essayer quand même. Bonjour, monsieur Emmanuel. Merci beaucoup pour cette merveilleuse conférence. Je suis Naïma Sibtou, je suis prof de langue arabe au scolaire Jacques Chirac. Ma question est la suivante. Nous sommes un établissement connecté et donc cette conférence, elle est plus utile parce que les parents et les élèves que nous avons doivent comprendre qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour diriger les enfants et aussi nous, en tant qu'enseignants, nous devons comprendre que si on utilise, par exemple, la technologie, c'est dans le sens de l'apprentissage. Parce que, par exemple, un enseignant dans la classe, quand il apprend à un élève à écrire, l'élève à écrire. Mais quand il va écrire sur l'écran, ça c'est aussi, mais comment gérer l'apprentissage de l'écriture, par exemple, je donne un exemple, gérer l'apprentissage de l'écriture et l'apprentissage de l'écriture sur, par exemple, la tablette ou sur le PC. C'est ça. Je ne sais pas trop là, comment répondre à votre question. L'enseignement de l'écriture avec les technologies, ce qui est quand même sympa, c'est que on peut déjà travailler à deux sur un même document. On peut commenter la qualité de l'écriture de l'élève en mode synchrone ou asynchrone sur son texte directement. Il y a maintenant des modalités de speech, de verbalisation de ce qui a été écrit, qui sont très utiles d'ailleurs pour les enfants en difficulté d'apprentissage à besoins particuliers, mais même pour les autres, hein, de réécouter ce qu'ils ont écrit, parce que souvent, on sait qu'ils oublient des mots. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on peut amener l'utilisation du traitement de texte à des stades de modification, par exemple, pas simplement d'augmentation. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Et je pense que l'idée aussi qui était derrière, vous allez me dire si j'ai bien compris, parce que nous, on entend bien, vous nous entendez peut-être pas. Oui, c'est ça, j'ai un petit peu de difficulté. Je crois que aussi, ce que voulait dire Mme Sibtou, c'est que enseigner avec le numérique, c'est plus exigeant aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit la nécessité de poser un cadre de contrôle, mais on voit aussi la nécessité d'intégrer des tâches plus complexes. C'est-à-dire qu'au-delà même de la tâche qu'on veut mener avec les élèves, il faut aussi leur apprendre après à maîtriser l'outil pour réaliser cette tâche-là. C'est bien ça? Voilà. Et donc, il faut aussi que les parents aient conscience que ça rend aussi l'enseignement plus complexe. Il n'y a pas de facilité derrière l'usage du numérique. C'était un peu le propos d'aujourd'hui, c'est-à-dire que de montrer aux parents que le métier d'enseignant avec le numérique, c'est hautement complexifié et donc, du coup, ça demande de la compréhension des deux côtés. Évidemment, on peut faire des choses aussi sans le numérique et compléter avec le numérique. L'idée, ce n'est pas d'utiliser le numérique en permanence pour l'apprentissage de l'écriture. C'est un outil qui peut être bénéfique à un certain moment de la séquence pédagogique que vous avez préparée. Mais oui, c'est plus compliqué enseigner avec le numérique si on veut bien le faire.
Et c'est plus d'exigence aussi pour les élèves. C'est plus d'exigence, ça demande plus d'attention, mais ils aiment plus ça. Donc, ils sont davantage prêts à persévérer dans des tâches complexes. Et n'oublie pas, quand on est dans une approche par compétence, c'est exactement ce qu'on cherche. On ne veut pas évaluer une compétence si on n'est pas dans la réalisation d'une tâche complexe. Si on est dans l'entraînement des savoir-faire, on n'est pas dans un niveau de compétence pour la tâche. Ce n'est pas la même chose. Une compétence ne peut que s'évaluer dans une tâche complexe, ne peut pas s'évaluer dans une tâche d'entraînement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça que ça rend plus compliqué les choses. Il faut préparer des projets. Alors, peut-être une dernière question, parce que l'heure tourne, le temps est écoulé. Ça me va, il n'y a pas de souci. Tant qu'il y en a, ça va. Alors, une question, Madame Nejmi, une question du chat. Oui, j'ai une dernière question d'une spectatrice qui nous a écrit que pour l'usage des techniques d'information et communication est sans doute nécessaire et indispensable dans l'enseignement. Cependant, force est de constater que la formation des enseignants dans ce domaine ne va pas assez vite. Comment s'auto-former de façon efficace? Bon, alors la formation des enseignants sur le numérique ne va pas assez vite, certes. Mais je pense que la pandémie a donné un bon boost, si je peux me permettre l'expression, un bon booster là-dessus. L'Agence de l'enseignement français à l'étranger, depuis l'an dernier, met des formations sur le numérique dans ses plans de formation. Avant, c'était intégré à d'autres sujets. Maintenant, ils en font une priorité, donc c'est vraiment très bien. Et puis, apprendre tout seul, je dirais que ça se fait. Hein? Il y a plein de plateformes, il y a des MOOC, Massive Open Online Course, qui sont là. Puis après, si vous êtes enseignant, auprès de votre école, il y a peut-être un référent numérique ou un conseiller pédagogique qui est là. Mais oui, effectivement, ça prend une bonne part d'auto-formation. Il faut être un peu dans de l'autodidaxie, en fait, si on veut bien persévérer avec le numérique. C'est un peu ce que je fais. J'essaie de surveiller les applications qui sortent ou celles où il y a eu une mise à jour avec une fonctionnalité intéressante, puis je me questionne comment je peux l'utiliser pour mes élèves. Alors ça va être super cool, on va pouvoir faire ça. Donc, j'essaie de regarder mon modèle TPACK, SAMR. Mais bon, puis après, s'engager dans des études universitaires, quoi. Je n'aurais pas ce niveau de connaissance si je n'avais pas fait de doctorat. Il n'y a pas de miracle, il faut étudier le truc, quoi. Merci. Alors, oui, effectivement, après, nous avons aussi, nous, au sein du groupe scolaire Jacques Chirac, un programme de formation interne, hein, parce qu'il faut effectivement accompagner les enseignants sur ces usages. Oui, c'est prioritaire. Si on met en place des numériques et qu'il n'y a pas de formation derrière pour les enseignants et pour les élèves, c'est un peu compliqué pour que ça réussisse. Pour les parents, parfois. Pour les parents aussi, exactement. Voilà, comme on fait ce soir, c'est très, très bien, Madame la proviseure. Donc, une dernière remarque, une question? Non? Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Emmanuel Bernet. Merci à tous ceux qui ont participé avec nous. On espère que vous allez tous répondre au sondage via le QR code. C'est intéressant aussi pour nous, c'est intéressant pour M. Bernet. Alors, merci beaucoup pour votre présence en salle et en ligne. En ligne, je ne sais pas combien vous êtes, on verra ça tout à l'heure, mais vraiment, vraiment, merci énormément pour votre temps. J'ai passé beaucoup de temps à préparer cette présentation et je suis heureux de constater qu'elle vous a plu, en tout cas des premières réactions que j'ai. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une belle fin de semaine. Prenez soin de vous et j'espère pouvoir venir au Maroc, au groupe scolaire Jacques Chirac bientôt, peut-être pour donner de la formation auprès des enseignants, par exemple. Avec grand plaisir, j'espère que ce sera possible. Merci à tous et nous allons nous diriger vers un petit buffet. Oh là là, mais c'est bien ça. On va faire une photo. Et moi, je ne peux pas. Moi, ça se rattrapera. Hein. Bon, allez, je vais aller m'ouvrir peut-être un petit truc là, ici, après, pour me féliciter. C'est important de se féliciter. C'est important, oui. OK, allez, bonne soirée à tout le monde.